Nouvelle désillusion pour Daniil Medvedev, égaré par Cameron Norrie en 5-7. Le champion russe regagnera-t-il un grand chelem? Je vous pose la question là tout de suite dans les commentaires. Mensik chambre et calme le public en fusion du 14. C'était la régalade, on va en parler. Le combat de Nadal, l'abandon de Dimitrov, Osaka, Djokovic, bref, un milliard de trucs. C'est le programme exceptionnel de ton nouveau digest de Roland Garros. N'hésite pas à t'abonner, mon prochain coach. Une vidéo tous les soirs, on va se régaler et on se retrouve juste après. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Allez, on attaque ce côté réseau avec le véritable sujet qui fâche. Yannick Sinner, que j'ai pu voir hier soir, j'étais sur le cours Philippe Chatrier, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, et une tenue, alors est-ce que c'est une pub déguisée pour la Switch 2 et Mario Kart World qui va sortir la semaine prochaine il me semble. En tout cas, notre Yannick Sinner ressemble fortement à Luigi. Faut pas le dire trop fort, mais il ressemble un petit peu aussi à un pot de Vicks VapoRub, bien vu. Nouvelle info dans ce côté réseau, la vraie première info, c'est Grigor Dimitrov qui s'est fait mal à la cuisse, et Constance de Jeux 7 et Maths qui nous le rappelle. Abonnez-vous à son compte sur Twitter et sur Instagram. Grigor Dimitrov est donc devenu le premier joueur depuis le début de l'Air Open à avoir abandonné lors de 4 tournois du Grand Chelem consécutifs. Son physique qui ne le lâche pas malheureusement. Grigor qui est revenu ces 2 dernières années à un superbe niveau de jeu, il est revenu dans le top 10 et là malheureusement il n'arrive pas à trouver cette continuité. C'est dommage pour l'un des plus beaux joueurs du circuit. Une autre info d'importance, d'envergure, c'est Gilbert Isern qui nous explique un peu les coulisses de ce qui se passait dans les discussions entre les meilleurs joueurs du monde et notamment le Big Four et les patrons des grands chelems. Et on apprend par l'entremise de ce petit article de l'équipe qu'il y a eu des discussions notamment au niveau de Indian Wells 2012 et c'est super intéressant, vous allez le voir. Et l'idée en fait c'était une meilleure répartition de l'argent entre les grands chelems et les joueurs, et en fait on est toujours en Big 2025 sur ce même type de débat. Et ce qui est intéressant, ça vient aussi jurer avec l'état d'esprit général, la croyance générale qu'il n'y a que Novak Djokovic qui s'intéresse à ces questions. Eh bien pas du tout. Regardez, c'est en bleu, c'est Rafa. Nadal plus spécifiquement portait ce discours avec plus d'enthousiasme que les autres. Il le dit, mes potes qui sont centièmes, croyez-moi, ils sont doués et bossent comme des fous, et repartir d'une défaite au premier tour avec 8000 balles ou 10 000 balles, c'est une honte. Je m'en moque de gagner plus, je n'en ai pas besoin. Donc Rafa qui voulait du prize beaucoup plus pour les joueurs mal classés, les joueurs sortis au premier tour. Djokovic lui sur ce rendez-vous apparemment il était un peu plus sur une logique centrée sur la Serbie, et ça pareil ça nous étonne pas, avec une fédération quasiment inexistante. Il a grandi sous les bombes, il s'est formé quasiment tout seul, et il jalousait, entre guillemets, mais ça c'est normal, les jeunes français qui avaient les wildcards, les gros staffs, alors que lui, il se pointait en gros juste avec sa petite raquette sous le bras. Mais ça aussi, ça forme les grands champions. Immense désillusion de son côté pour Naomi Osaka, qui avait tout préparé pour Roland Garros, qui était magnifiquement décoré au niveau de la coiffure, et qui a fondu en larmes. Ça l'a beaucoup touché cette défaite contre Paola Badoza, et donc elle avait expliqué lors de cette conférence de presse hier: je déteste décevoir les gens. Il y a un point, elle joue pas que pour elle-même, Naomi Osaka, elle joue également pour Patrick Mouratoglou, figurez-vous. Je pensais tout à l'heure à lui, et en gros il passait du statut de coach collaborateur de la plus grande joueuse de tous les temps à celui de qu'est-ce que c'est que ce bordel. Pour rappel quand même, sans vouloir verser dans le grivois, Patrick Mouratoglou n'était pas que le coach de Serena Williams. On parle d'inégalité entre les top players, c'est un sujet de fond, c'est une lame de fond, et forcément quand on arrive sur les premiers jours des grands chelems, c'est un sujet qui revient sur la table, et je voulais vous alerter sur cette petite déclaration de Casper Ruud avant qu'on enchaîne sur les matchs. Je l'ai trouvée super intéressante. Il explique: sur le circuit, je pense que Djokovic est le seul à avoir son propre chef. J'y ai pensé par le passé, mais c'est pratiquement impossible. Donc il détaille sa pensée. C'est un investissement auquel j'ai pensé par le passé. Casper Ruud qui a quand même été numéro 2 mondial, qui est un joueur qui est multimillionnaire, mais il l'a dit, c'est pratiquement impossible de le faire parce qu'il faut avoir un logement avec une cuisine. Les joueurs et les joueuses préfèrent aller à l'hôtel, c'est plus pratique. Comme il l'explique en vert, en gros si tu perds, tu peux te casser de l'hôtel, alors que souvent quand tu loues un endroit privé, faut le louer pour toute la semaine. Donc tu peux avoir une perte financière, et ça vaut pas forcément le coup, sauf si t'as une énorme assise comme peut l'avoir Novak Djokovic. Et ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que on le voit par exemple en foot, ce sont les clubs qui investissent le plus qui gagnent des trophées à la fin, donc c'est vraiment une course à l'argent. Le truc c'est que sur un sport individuel, tu peux pas forcément avoir un salary cap comme tu as par exemple en NBA, donc c'est une situation difficile. Le tennis qui sera toujours
par essence un sport extrêmement élitiste et inégalitaire. Allez, on enchaîne sur le point tactique, un recap de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui à Roland-Garros, et on commence par une très belle expérience que j'ai vécue hier soir. Je voulais vous partager ça. J'ai eu la chance de pouvoir assister au match avec Prime sur le Châtrier. C'était Sinner Rinderknecht. C'était la première fois que je voyais Sinner en réel, et eh bien ça change complètement la perspective des choses, je trouve. J'ai vu pas mal d'autres joueurs par le passé, entre la télévision et le fait de le voir sur le court, il n'y avait pas forcément d'énormes écarts. Là j'ai trouvé que l'écart était immense, parce qu'en fait, le plan télé, je trouve qu'il ne rend pas du tout justice à la qualité de tennis de Jannik Sinner, qui a franchement un jeu de jambes de velours, de soie, c'est ultra précis, il y a une activité sur le footwork qui est ultra impressionnante, le son de la balle, sa manière de frapper avec un relâchement qui est complètement sidérant, et je vous invite vraiment, si vous avez la chance, de voir ce gars-là en vrai, parce que ça fait vraiment la différence. Tsitsipas, en un mot rapide, contre Etcheverry hier, 3-7 sec, il y a un débreak dans le cœur de la première manche, mais sinon il a été impérial, il avait été exilé sur le court numéro 6, et on sent, ça a titillé l'orgueil du bellâtre grec. Sur cette nouvelle palette, je voulais vous montrer ces tribunes. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que on est à l'instant même où Caroline Garcia va rentrer pour son dernier match en carrière. Alors ok, j'en entends déjà certains qui vont me dire que Caro Garcia n'a pas du tout marqué l'histoire de Roland-Garros, certes, mais quand même, numéro 4 mondial, elle a remporté le Masters. C'est une joueuse qui a compté dans le tennis féminin ces dernières années, qu'on le veuille ou non, et c'est un peu comme pour Richard Gasquet, pareil contre Terence Hadman, des tribunes complètement clairsemées, que ce soit sur le Châtrier ou sur le Langlaine, et je trouve que ça donne une très très mauvaise image à l'international de notre tournoi, mais c'est toujours la même chose année après année à Roland-Garros. On a le Châtrier et le Langlaine pour des gens qui sont un peu volatiles, qui aiment pas forcément le tennis, et les petits cours, comme le 14 par exemple, dont on va reparler d'ici quelques instants, où on a les amoureux de notre sport. L'une des performances les plus cramées depuis le début de Roland-Garros, c'est celle de Taylor Fritz, qui s'est fait découper en dos par Altmaier, avec ici, regardez-le, un déplacement, une qualité défensive complètement hors du temps. Il n'était pas du tout à son affaire. Alors on sait, il a eu des problèmes d'abdos ces dernières semaines, mais là, manifestement, il n'était pas touché, c'est ce qu'il a dit en substance en conférence de presse. Il n'y a rien qui allait du tout sur les deux derniers sets. Du fond, il se faisait découper. Quand il allait vers l'avant, on se tapait des volées next-gen. Et ce que je trouve chez Taylor Fritz, ok, on a vu Prime Fritz en 2024, mais je pense que c'est un gars qui a un plafond, et on le voit dans son port, dans sa tenue, dans sa manière de se comporter sur le court. Ce gars-là, je suis désolé de le dire, finaliste à l'US Open, mais c'est pas un champion. Journée compliquée aussi hier pour les Argentins. Sébastien Baez, Francisco Cerundolo qui s'est fait éclater, laver les fesses au savon de Marseille par Diallo. C'est une performance sidérante. Alors un gros Diallo, mais Cerundolo là sur le dernier jeu à 6-5 du premier set, il nous a fait un choc de l'espace. Mentalement, il y a toujours des limites chez ce joueur qui, tennistiquement, avec son coup droit, tu te dis, bah, il devrait quand même pouvoir à un moment donné mettre un orteil dans le top 10. Quand tu vois des joueurs comme Tommy Paul qui l'ont fait, Francisco Cerundolo, sur une partie de la saison, ça pourrait le faire. Mais non, il y a trop de limitations en termes de mental. On a vu aussi les limites de Sébastien Baez, qui a le break au tout début du 5e contre Kecmanovic et qui va se faire rattraper. Et là, je voulais vous pointer cette amortie à 3-2 dans le 5e qui sointe la fébrilité, qui va à peine toucher le filet. Allez, on va rentrer dans le détail technique, tactique, stratégique sur ce match entre Daniil Medvedev et Cameron Norrie, qui rejoue pas mal, qui a fait demi-finale à Genève la semaine dernière. On avait un petit peu perdu quand même en 2024, mais qui est toujours autant accrocheur. Et ça s'est vu sur cette partie, il a mérité sa victoire, mais quand même, Daniil qui est passé à côté de moments très important. Ici, vous le voyez, il sert pour le gain de la première manche et il va sortir 3 fautes directes ignobles, notamment ici en coup droit, une double faute. Et comme très souvent chez Daniil désormais, c'est un joueur qui est très fébrile sur les fins de set. Quand il sert pour le gain d'une manche, il se fait assez souvent récupérer. Moi, je me souviens de ce Masters en 2022 où il perd les 3 matchs de poule au tie-break du 3e dans un scénario identique. Et on a vu aussi sur ce match, on va pas juger évidemment Daniil Medvedev sur un match sur terre battue, c'est pas là qu'on l'attend le plus, c'est sur dur, mais quand même, on a un pattern là ces derniers mois, j'ai même envie de dire depuis 2 ans et demi, son dernier titre à Rome en 2023, c'est qu'il n'y a pas de liant dans son tennis, et c'est surtout que son tennis défensif, son tennis négatif, il a un petit peu trouvé sa limite désormais en 2025. Il a été passé par Sinner, il a été passé par Alcaraz, Djokovic qui était repassé devant aussi post-21. Et son éternel problème là, c'est son manque de réinvention. En plus du downfall de son service, même si là c'était quand même plutôt ok sur ce match. Mais en fait, il donne les clés à son adversaire tout le temps. Si l'adversaire rentre dans le court, l'agresse et finit par l'attaquer sur le 10e coup de raquette, regardez Daniil, là il est à genoux en train d'essayer de récupérer ce revers qui va arriver dans le filet. Et ça l'énerve, ça le frustre. Et donc on a un joueur qui finit par
se consumer avec une fébrilité qui est exacerbée en plus par le format en 3-7 gagnant où il y a beaucoup d'aléas, c'est un format qui est très mental, mais malgré tout ça, ce qui est fou, c'est que il va s'accrocher, il va se battre, il va même remporter très facilement la 4e manche, et on se retrouve dans le 5e set, Medvedev qui sert pour le match, et à ce moment-là, on est devant notre écran, et on sait très bien que ça va être très très compliqué. Là, on a un point de fou pour commencer ce jeu, et là c'est pareil, il va essayer un coup tout en touché à la Carlos Alcaraz. Le problème, c'est qu'il n'a pas la moitié du quart du 8e de la main de Carlitos, et donc on va avoir assez terriblement un scénario jumeau par rapport à ce qui s'est passé dans la première manche, avec un Daniil qui va donner ce jeu très important avec 4 fautes directes. Et donc il y a deux façons de voir ce match. Il y a la première façon de se dire, bon, il s'est quand même battu, il a remporté la 3e et la 4e manche, il a servi pour le gain du match, et puis ça se joue à pas grand chose, mais moi je vais plutôt retenir la deuxième lecture de cette rencontre, c'est que ça vient concrétiser, ça vient montrer à quel point Daniil aujourd'hui est un joueur friable, un joueur prenable, un joueur qui est plus vraiment en fait à sa place dans les 8 meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, ce match n'est qu'une nouvelle concrétisation sur le fait que Daniil Medvedev, qui a remporté un grand chelem, qui a été numéro 1 mondial, est aujourd'hui à 29 ans en déclin. 3 x 3 égale 9 pour Novak Djokovic face à Mackenzie McDonald. Novak qui a eu la plus grande difficulté du monde à, non pas battre Mackenzie McDonald, mais à essayer de faire fermer ce toit sur le Châtrier. Ça a pris 30 minutes, beaucoup de palabres, beaucoup de discussions autour de ça. J'ai aussi un petit truc à dire juste à France Télévisions si c'est possible. Donc ils ont réduit le bandeau, hein, ça c'est cool, il est plus tout en bas là comme ça. Mais en fait, si on choisit de regarder le match sans commentaire, est-ce que vous pouvez virer ce bandeau s'il vous plaît, par pitié, vraiment, juste, ou alors le mettre de temps en temps, parce que c'est... J'en peux plus déjà, ça fait 3 jours. Le petit bonbon sucré de cette journée, c'était Mensik versus Muller sur le 14 en plein après-midi. On s'est régalé, j'ai adoré la démonstration mentale de Jakub Mensik qui pourtant avait beaucoup galéré ces derniers temps en Grand Chelem. On se souvient de son match contre Fokina en début de saison, c'était terrible. Contre Borges l'année dernière à l'US Open, on avait tous regardé ce match, on avait été choc-barre, qu'il n'arrive pas à conclure, même contre Bubu hein, à Wimbledon, rappelez-vous, il mène 2-7-0, il n'arrive pas à conclure. Il y avait toujours quelques petites scories au niveau de son coup droit, au niveau de son mental, et là il a été très très fort. Donc un court 14 qui était survitaminé, qui ne lui a rien pardonné, et là sur ce jeu où on a Alex Muller qui sert pour le gain de la 3e manche, il a complètement tanké, il a posé des questions à l'arbitre, est-ce qu'on peut s'arrêter, le court est tout mouillé, etc. etc. Ce qui est génial, c'est qu'il va retourner ce 3e set, et surtout il va retourner le public complètement, il va les affronter en frontal, et puis il va commencer à faire ce petit signe là à la Novak Djokovic. Il a dit aussi en conférence de presse, les supporters du 14 étaient en train de supporter Alex Muller, moi j'entendais mon nom à la place. C'est exactement ce que Novak avait déclaré en 2019 après sa victoire contre Roger Federer à Wimbledon. On en reparle de cette... non, ok. Au début du 4e, il sort un service gagnant et il en remet une couche et il s'encourage. Il sait hein, forcément que ça va énerver le public. Et on parle beaucoup de Joao Fonseca parce qu'il y a cette espèce de folklore brésilien, il est très suivi, il est adoré, il y a un truc qui se passe, il est sponsorisé par On aussi, qui est la marque de Roger Federer. Et j'ai envie de dire, Mensik, même s'il est un tout petit peu plus vieux, il mérite beaucoup plus de hype qu'il n'en reçoit depuis le début de sa carrière. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par Winamax. Vous avez une nouvelle offre dans la description, c'est le lien qui est épinglé. Vous avez jusqu'à 100 € de paris remboursés en cash pour votre premier pari, première inscription. Ça c'est génial. Il y a aussi le code SV10 pour 10 € supplémentaires, offre exclusivement réservée aux adultes. Demain, début des deuxièmes tours, j'ai envie de dire enfin, avec un Lorenzo Mosetti qui est coté comme Prime Nadal face à Daniel Galan. Je pense qu'il n'y aura pas forcément d'embrouille ici. Le Altmaier Kopriva, ça c'est intéressant. Il y a un vrai gros spot là pour aller en 8e, ça s'est dégagé soudainement. J'aime bien ce qu'a montré Altmaier sur son match face à Taylor Fritz, on en a parlé. Le Popyrin Tabilo, elle est intéressante cette cote aussi. Je vois bien Alexei Popyrin tirer les marrons du Fuego dans cette opposition. Karen Khachanov aussi, même si Hoffner revient bien, ça je pense que ça peut être pas mal, c'est un bon spot-tout. Je pense, je crois, j'ose espérer que Quentin Halys va prendre son petit set face au Kek Manovic. Alcaraz, Marozsan, là c'est intéressant parce que évidemment Marozsan est très largement outsider, mais il l'a déjà battu, il l'a déjà gêné, et pourquoi pas, qui sait, un petit set côté hongrois, ça peut être la petite dinguerie. Et last but not least, si Sébastien Corda bat Jenson Brooksby en 3-7 sec, eh bien je serais extrêmement surpris. Donc je vois Brooksby aller gratouiller un petit setounet ici dans cette opposition. On se retrouve demain pour débriefer le début des deuxièmes tours à Roland Garros. D'ici là, mon très cher Goth, porte-toi bien, prends soin de toi
et mange-toi une petite baguette tradition avec de la rosette et du beurre et des cornichons.